Nous devrons tous mourir un jour. Nous le savons. Certains préfèrent ne pas y penser. Certains sont angoissés à cette idée. D'autres essaient d'y penser plus sereinement. Les attitudes sont variées, mais chacun est un jour ou l'autre confronté brutalement à la réalité de la mort. À l'occasion du décès d'un ami ou d'un proche, ou lors d'un diagnostic médical. Jadis, on mourait souvent chez soi, pas très âgé, emporté par un accident ou une maladie vis-à-vis de laquelle la médecine ne pouvait pas grand-chose. Pas d'autre solution que de subir ce destin inéluctable. Maman s'est habillée de noir facilement pendant une semaine et a par la suite encore porté des couleurs plutôt tristes. Les teintes du deuil, c'était le noir, le gris, le violet. Et ça a duré certainement encore pendant un an et demi par après. Moi-même, je me souviens avoir eu par-dessus mon manteau un brassard en feutrine noire. Ça a certainement duré plus d'une semaine. Et puis on n'imaginait pas non plus à l'époque reprendre des activités de loisirs ou festives. Il fallait marquer le coup, on était en deuil et il y avait des codes pour ça, des choses qui se faisaient, des choses qui ne se faisaient pas. Avec les progrès de la médecine, il fut de plus en plus fréquent de mourir à l'hôpital. Souvent, la famille préférait que l'on ne révèle pas au patient la gravité de son état. Les croyants appelaient le prêtre à la dernière minute. Pendant longtemps, la norme a été de mourir à domicile. On mourait chez soi de vieillesse ou de maladie. Pourtant, avec les progrès de la médecine, c'est de plus en plus à l'hôpital que la mort s'installe. Mais ce qui pouvait apparaître alors comme un échec des tentatives de vous garder en vie a pourtant assez vite amené à développer une négation de la mort, liée aussi chez le patient à un refus de la mort. La médecine s'octroyant peut-être un peu trop facilement une ambition de rendre l'homme immortel. À la même période, dans les années 80, on a aussi vu, surtout aux États-Unis, se développer des pratiques autour des funérailles qui cachaient ce que l'on avait des difficultés à admettre. Des maisons funéraires se sont spécialisées dans l'embaumement et la présentation du défunt dans une posture de vie. On allait rendre visite une dernière fois à papy, présenter le journal en main, une cigarette fumant dans le cendrier. Mamie était là, tricotant ou lisant un livre, comme on l'avait vu faire encore pendant longtemps. C'est l'époque aussi où les progrès médicaux laissent croire que l'on trouvera la parade à chacune de vos maladies et que donc, en recourant aux prothèses et puis plus tard encore aux nanotechnologies, on pourra prétendre à tous les espoirs de faire reculer la mort le plus loin possible. Et si ce n'est pas encore possible au moment de votre maladie, eh bien certains vont même jusqu'à penser à une technique, la cryogénisation, c'est-à-dire la mise de votre corps au frigo alors que vous êtes encore vivant, jusqu'à ce que la médecine sache vous guérir. Aujourd'hui, les fins de vie se déroulent dans un paysage qui a changé. L'espérance de vie a augmenté. Mais les maladies comme Alzheimer font craindre à beaucoup de finir leur vie dans la dépendance et la confusion. La déchéance fait peur. Les soins palliatifs se sont développés. Quand il est clair qu'il n'est plus possible de guérir, tous les moyens sont mobilisés pour offrir le plus grand confort possible aux mourants. Des personnes s'efforcent d'assurer une présence et un lien d'humanité autant que faire se peut. Avec la légalisation de l'euthanasie, les personnes atteintes de pathologies qu'il n'est plus possible de guérir ont la possibilité de décider à quel moment la souffrance est trop lourde, à quel moment ils décident d'en finir. Mais comment réagissent les proches ? Acceptent-ils sans broncher la décision de leur conjoint, de leurs parents, de leurs frères ou sœurs ? Ont-ils envie de l'inciter à prolonger encore un peu ? Le plus souvent, les patients en fin de vie sont informés de leur état. Le mot d'ordre est la transparence. Les proches comme le personnel médical cherchent moins à jouer la comédie. La vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais cela permet aussi des moments de vérité, des échanges avec les proches, des gestes de tendresse, des expressions de gratitude ou des demandes de pardon. De plus en plus aujourd'hui, on reconnaît le droit au patient de savoir la vérité sur son état. Un devoir fondamental de gérer sa vie jusqu'à la fin et notamment eu égard à des responsabilités que l'on devrait gérer. Cela vient aussi du fait que les mentalités évoluant, on revendique de plus en plus le droit de mourir dans la dignité.
On parle du refus de l'acharnement thérapeutique, du droit à l'euthanasie, quand ce n'est même pas de l'assistance au suicide. Et puis il y a les questions liées à l'après-mort, le don d'organes, le choix de son mode d'enterrement, mise en terre, crémation, humusation. On revendique aussi de plus en plus le droit de mourir comme on a vécu, en faisant ses choix, en décrivant ses dernières volontés, lesquelles ne consistent pas seulement à léguer des biens. On peut aussi préparer sa mort bien avant les derniers instants. Les assurances incitent à mettre de côté l'argent nécessaire afin d'éviter aux proches les frais et les soucis liés aux funérailles et vous promettent de s'occuper de tout selon vos souhaits. Des associations caritatives vous invitent à les inscrire dans votre testament afin de continuer à agir pour une bonne cause après votre décès. Les centres de transplantation vous invitent à vous déclarer prêts à donner vos organes afin de permettre à d'autres de continuer à vivre. Certains écrivent aussi le livre de leur vie ou consignent leur généalogie afin de transmettre aux plus jeunes l'histoire de la famille. Et vous, avez-vous déjà pensé à la mort? Avez-vous déjà réfléchi à votre fin de vie? À ce que vous souhaiteriez? En avez-vous parlé avec vos proches? Savez-vous ce qu'ils en pensent?